Et encore dans cette édition BIDBA de Jacques Roger Show sur Afrique 2050 Radio. Aujourd'hui, nous abordons un sujet majeur, le bilan de la transition, plus donc de 17 mois après l'arrivée au pouvoir du président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Joëlle Jordan depuis Paris. Avec elle, nous allons aborder des sujets aussi importants et aussi sensibles, surtout avec ses 15 années d'expérience dans l'insertion professionnelle et 9 ans d'activisme. Elle a toujours porté un regard critique et documenté sur l'évolution politique et sociale de son pays. Aujourd'hui, depuis la France, elle est avec nous pour discuter du rapport qu'elle a produit intitulé Le bilan de la transition. Dans cette analyse approfondie, elle examine les réformes politiques, économiques et sociales mises en place depuis le 30 août 2023, tout en, questionnant l'impact réel sur l'avenir du Gabon et sur le quotidien des Gabonais. À travers une approche factuelle et engagée, elle met en lumière les promesses non tenues et tenues, les priorités du régime de la transition et les défis qui restent à relever. Madame Joëlle Jordan, bonjour ou bonsoir, tout dépend où vous vous trouvez. Comment allez-vous? Bonjour, alors c'est vrai qu'il est 18 heures ici en France. Je vais bien, merci. Et merci pour l'invitation. Voilà, disons bon retour. Alors voilà, après peut-être 6 ou 7 ans, 8 ans, je pense bien ça. Oui, je me rappelle que notre première interview, c'était en 2016, lorsque ma sœur cadette et moi avions fait une vidéo qui dénonçait les travers du régime d'Ali Bongo et vous nous aviez interviewé à ce sujet. Oui, ça fait longtemps. C'est un sujet très intéressant d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup madame. Alors nous allons démarrer très rapidement. On parle dans un premier temps les promesses de restauration, de la transition. Mission accomplie ou échec. Nous allons aller très rapidement. Vous affirmez que le président de la transition est passé à côté de sa mission principale, qui était de restaurer les institutions et de redonner leur dignité aux Gabonais. Quels sont, selon vous, les éléments qui prouvent, j'allais dire, cet échec? Alors déjà, je tiens à dire enfin, aux personnes qui nous écoutent que le 30 août a été une date décisive, le 30 août 2023, décisive pour nous les Gabonais, puisque par le biais du coup d'État de CTRI, nous avons été libérés des Bongo, donc de la même famille qui gouvernait le pays depuis 56 ans. Donc il y a eu le père Omar Bongo qui est mort en 2009 et ensuite on a eu son fils comme président pendant près de 14 ans. Et donc, ce coup d'État a été salvateur parce que enfin, les Bongos n'étaient plus nos gouvernants. Lors de l'investiture du 4 septembre du président de la transition, il avait promis également de ramener le pays sur le droit chemin, c'est-à-dire donc restaurer les institutions et rendre la dignité aux Gabonais. Il avait également annoncé la fin des nominations copain-coquin, la fin de la malgouvernance, toutes ces tares qui, qui ont poussé le CTRI à faire le coup d'État. Mais aujourd'hui, effectivement, le bilan est mitigé. Beaucoup pensent que la restauration des institutions ne concerne que la Constitution, qui est la mère de nos institutions, mais je pense qu'il est quand même important d'apporter des précisions. Vous avez des institutions politiques comme la présidence de la République, le Parlement, les institutions judiciaires, les institutions administratives et économiques, et vous avez les institutions sociales et culturelles, donc notre système de santé, système éducatif. Aujourd'hui, moi, je dirais que c'est un bilan qui est très mitigé parce qu'on observe au bout de 18 mois quand même les mêmes pratiques, les mêmes errements, les mêmes abus. Et donc, la transition est truffée de scandales financiers, alors que cette période aurait été celle de l'état de grâce, où toutes les dérives dénoncées auraient disparu. Mhm, mhm. Quand vous dites les mêmes pratiques, vous faites allusion concrètement à quoi?
Alors, les mêmes pratiques, il faut dire déjà ce qui est assez parlant et qui a déçu une partie du peuple gabonais, c'est que les membres de la transition, donc par le biais du président de la transition, ont fait appel aux anciens barons du pouvoir PDG, voilà, du régime PDG. On va dire que ce régime, effectivement, a conduit à ce coup d'État et on voit que le président de la transition rappelle les mêmes personnes sous on va dire, euh, une vision, une gouvernance inclusive, rappelle ces anciens barons qui ont été même au fait de toutes ces dérives à gouverner la transition. Donc, on repart effectivement sur les détournements de fonds, les nominations copain-coquin, puisque Oligui Nguema dénonçait le fait que Marie-Madeleine Bourancho, qui était la belle-mère d'Ali Bongo, était à la tête de la Cour constitutionnelle et on peut voir aujourd'hui que c'est son oncle qui préside la même Cour. Donc on est effectivement sur une espèce je ne dirais pas de copie de ce qui se faisait, mais on voit bien effectivement qu'il y a une caricature du système déchu. En somme, c'est-à-dire qu'on essaie de faire du nouveau avec du vieux. C'est bien cela. Exactement. Alors, certains estiment que la restauration donc, de la transition ne peut être évaluée qu'après donc l'application de la nouvelle constitution. Pourquoi, selon vous, cette évaluation peut ou doit déjà être faite, disons, maintenant? Alors, je pense qu'il y a une grosse confusion. Beaucoup de personnes pensent que restaurer les institutions, c'est uniquement restaurer enfin, c'est refaire la Constitution. De mon avis, de mon point de vue, si c'était le cas, je pense que le CTRI n'aurait pas eu besoin de 18 mois. On aurait tout simplement voté la nouvelle Constitution par le biais du référendum qui s'est passé et au bout de 6 mois, donc garder les parlementaires, ne pas forcément aller sur des nominations et voter la Constitution. Mais je trouve que 2 ans pour écrire un texte, c'est quand même long. Euh, il faut dire également que euh, rendre la dignité aux Gabonais, qu'est-ce que c'est? Eh bien, rendre la dignité aux Gabonais, vous savez, après 56 ans de désert, on va dire ça comme ça, toutes nos institutions ont été foulées du pied. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le président de la transition, lors de son allocution du 4 septembre, a touché les cœurs, nous a tous touchés. Et nous avons vu en fait une personne qui avait vraiment la volonté de changer les choses. Mais on se rend bien compte qu'au Gabon, actuellement, euh, il y a des mouvements d'humeur, donc des mouvements sociaux. Vous avez plusieurs personnes aussi bien dans le secteur minier que pétrolier qui sont en grève, qui ne perçoivent pas des salaires. Vous avez des étudiants qui sont expulsés, des étudiants gabonais qui font leurs études à l'étranger, qui sont expulsés des universités, des campus, parce que les bourses et les frais de scolarité ne sont pas payés, les retraités qui sont en attente du paiement de leur pension de retraite. Vous savez qu'au Gabon, depuis des années, nous subissons des coupures d'eau et d'électricité, malgré les centrales flottantes turques qui sont arrivées, qui coûtent un bras à l'État gabonais, 40% de taux de chômage chez les jeunes, en sachant que 70% de la population gabonaise a quand même moins de 35 ans. Donc Libreville est en chantier, mais il n'y a pas d'emploi. Mis à part ces faits, vous avez toutes les arrestations arbitraires, les séquestrations, les tortures, on rase la tête de syndicalistes. Donc, ce sont vraiment là des techniques qui étaient utilisées dans le régime précédent. Et on voit bien qu'après 18 mois, le Gabonais fait face à la vie chère et la dignité des Gabonais n'est pas restituée. Ça se voit que vous avez donc une définition élargie à des institutions incluant la santé, l'éducation, l'économie, etc. Pourquoi considérez-vous que ces secteurs font partie intégrante de la restauration institutionnelle? Vous avez déjà commencé à parler de ça. Alors, je tiens à préciser que je suis présidente d'une association qui s'appelle Gap Campus. Donc, c'est une association que j'ai créée il y a 4 ans qui œuvre pour l'orientation des jeunes. Je travaille dans l'insertion professionnelle depuis plus de 15 ans et donc je suis à même d'évaluer ce qui ne va pas dans notre pays. Cette association vise à aider les jeunes dans l'orientation de la formation, l'orientation des études, parce qu'aujourd'hui, vous savez, au Gabon, malheureusement,
on fait partie du top 5 des pays où il y a le plus de redoublement. Mais ça, c'est parce que notre système éducatif est à terre. Pour vous prendre un exemple, aujourd'hui, mon projet consiste à ouvrir des médiathèques sur toute l'étendue du territoire. Donc, 8 dans la capitale, Libreville, et une dans chacune des capitales provinciales. Pour ce projet, par exemple, j'en ai parlé durant le règne d'Ali Bongo, lorsque le président de la transition a demandé effectivement à la diaspora d'apporter des projets. Je me suis déplacée au Gabon, j'ai fait 5 voyages en 7 mois, j'ai rencontré des officiels, des ministres, aux je veux dire, aux personnes de la présidence, j'ai exposé mon projet qui est resté aujourd'hui lettre morte. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui exiger de nos enfants l'excellence si on n'arrive même pas à leur donner le minimum. Aujourd'hui, notre système éducatif est à terre. Vous avez au Gabon en moyenne 120 élèves par classe. On n'a pas de bibliothèque. Nous ne sommes même pas encore, alors qu'aujourd'hui nous sommes dans les standards numériques. Aujourd'hui, le petit Gabonais n'a même pas accès à l'ordinateur ou à Internet, encore moins des téléphones connectés. Mhm. Donc, vous voyez, en ce qui concerne le système de santé, nous avons des hôpitaux, certes, qui ont été rénovés par Ali Bongo, des hôpitaux avec la pointe de technologie, mais nos pharmacies sont vides. Lorsqu'un patient arrive à l'hôpital, on lui donne une ordonnance et même la seringue, l'hôpital ne fournit même pas des compresses. Lorsqu'il y a des délestages, les hôpitaux se retrouvent dans le noir, il n'y a pas de groupe électrogène, ou du moins sans nous faire croire que les groupes électrogènes vont démarrer 8 ou 20 minutes plus tard en sachant qu'il y a des patients en assistance respiratoire. Donc, c'est autant de faits que l'on vit avant l'arrivée de ces TRI, mais qui perdurent aujourd'hui. Je pense simplement qu'avec la plus bonne volonté, le président de la transition s'est un peu égaré de sa mission première qui était de restaurer les institutions et est parti sur d'innombrables chantiers, d'innombrables projets qui aujourd'hui ont alourdi cette même transition et a empêché effectivement la réalisation de ce projet initial. Voilà, vous parlez bien donc du bien-être des Gabonais. Vous Tout à soulignez fait. a failli à sa mission fondamentale, assurer l'accès donc aux besoins essentiels, comme vous le dites, la santé, l'éducation et l'emploi. Quels sont donc les indicateurs concrets, j'allais dire, vous avez commencé déjà à parler, qui montrent que la situation donc des Gabonais ne s'est pas donc améliorée depuis donc la transition? Vous savez, effectivement, moi, je vis à l'étranger, mais je vais régulièrement à Libreville, au Gabon. Euh, je suis également plusieurs étudiants, donc je suis au fait même de la précarité des parents, puisque malheureusement, l'éducation étant vraiment mon cheval de bataille et cela me tient à cœur, il m'arrive avec mon époux de payer des trajets à des étudiants parce que les parents ne travaillent pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a toute une génération qui est sacrifiée. Vous avez des jeunes Gabonais qui sont diplômés, mais qui se retrouvent encore à vivre chez leurs parents après 30 et 35 ans. Donc, vous avez ces grands-parents qui s'occupent de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Vous avez également des scandales financiers tels que celui de la CNAM-GS, c'est notre caisse de sécurité sociale, qui, à un moment donné, n'arrivaient même plus à rembourser les hôpitaux et les pharmacies qui avaient fait un mouvement d'humeur et qui n'étaient plus à mesure de délivrer les médicaments aux patients. Donc, c'est pour vous dire que tous les jours, nous avons des vidéos de cris d'alerte, de cris de cœur envers effectivement le président de la transition, puisque pour beaucoup, la solution viendrait de là. Mais ça montre vraiment qu'il y a un climat vraiment de désespoir. Je ne veux pas généraliser, hein, bien sûr, mais on peut se rendre compte qu'au bout de 18 mois, si on rentre vraiment en profondeur, la vie des Gabonais n'a vraiment pas changé. Mhm, mhm, mhm. Cependant, le gouvernement donc, de transition a mis donc en avant plusieurs projets comme Fly Gabon, la, j'allais dire, renégociation des contrats miniers et pétroliers et la réforme donc, du code électoral. Pourquoi considérez-vous que ces actions ne répondent pas donc, aux besoins prioritaires des Gabonais, surtout en ce moment?
Alors, pour faire simple, depuis que Flyer Gabon est créé, il n'y a pas eu un seul recrutement. C'est-à-dire qu'ils avaient un bâtiment qu'ils ont inauguré. Euh, nous sommes au fait du directoire, effectivement, des personnes qui vont gérer Flyer Gabon, mais il n'y a pas eu un seul recrutement pour la simple et bonne raison qu'on avait déjà une compagnie aérienne au Gabon, donc Afrijet, voilà, excusez-moi, qui aujourd'hui opère des vols sous la bannière de Fly Gabon. Donc Afrijet, ayant déjà ses pilotes d'avion, ayant déjà son personnel, ne peut en aucun cas recruter. Vous avez également le projet Asala. Le président de la transition a déclaré pouvoir racheter Asala. Je ne sais pas très bien dans quelle mesure ça s'est fait, puisque effectivement, il y a un peu d'opacité, mais il n'y a toujours pas eu de recrutement par rapport à cela. Donc, il y a beaucoup de projets comme ça. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce sur la lutte contre le chômage des jeunes, mais rien n'est sorti, donc rien n'est sorti de là. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des recrutements au sein de l'armée et pour favoriser l'entrepreneuriat, le président de la transition a mis à disposition des jeunes Gabonais 700 taxis. Vous vivez à l'étranger, hein, mais vous dites que vous êtes directement donc impacté par donc, les réalités gabonaises. Tout à Retard fait. de bourse pour vos frais, hein. Vous parlez aussi d'attente des retraites pour votre mère, délestage, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Comment Tout à votre expérience professionnelle illustre-t-elle l'échec, j'allais dire, de la transition à améliorer donc le quotidien des Gabonais? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est déjà que lorsque le CTRI est arrivé, euh, ils nous ont dit effectivement qu'ils ont trouvé le pays dans un mauvais état financier, hein, qu'il y avait une dette qui était là, mais on n'a pas eu un audit euh, transparent pour savoir voilà, quelle était l'étendue des dégâts. Je pense simplement que aujourd'hui, pourquoi nous constatons qu'il y a les mêmes pratiques? Restaurer les institutions, qu'est-ce que cela signifie? Pour ma part, hein, et de mon point de vue, je pense que lorsqu'on veut restaurer une institution, c'est de faire un audit et de désigner effectivement les coupables. Si je vous prends le cas de la CNAMJS, au niveau de la CNAMJS, on a eu énormément de détournements de fonds publics. Eh bien, restaurer cette institution-là, c'est de dire ce qui s'est passé, qui était à la charge de cette institution et qu'est-ce qui va être fait. On a eu la même chose pour la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Le président de la transition a dû changer de directoire 2 ou 3 fois, mais les résultats restent les mêmes. Toujours ces manigances et ces détournements de fonds publics. Donc, on a beau changer la tête, le système reste le même. À ce jour, le régime déchu, dont certains responsables accompagnent la transition, n'a eu il y a eu aucune poursuite, pas de poursuite judiciaire, pas de plainte. Les seules personnes aujourd'hui incriminées, c'est Madame Sylvia Bongo et son fils Noureddine. Donc je me demande, comme vous l'avez dit, comment faire du neuf avec du vieux. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce sont les mêmes pratiques, les mêmes manipulations juridiques qui ont permis effectivement le maintien de la famille Bongo réapparaissent. Euh, on a aujourd'hui, je dirais même, une espèce de déni de légitimité des actions du CTRI par rapport aux actes qu'on remarque au quotidien. Nous sommes donc dans une reproduction et je dirais même une certaine caricature du régime déchu parce que, étant donné que les mêmes personnes dirigent la transition, ces personnes-là n'ont jamais été mises en face de leurs responsabilités et bien, malheureusement, on assiste aux mêmes dérives. Mhm. Mais après 40 ans donc, de pouvoir des Gombo, plus de 40 ans, euh, est-ce qu'on peut ouvrir donc la boîte de Pandore maintenant, surtout avant une élection présidentielle? Je ne sais pas si ce sera possible. Je pense que les 18 mois ou du moins la période de transition, pour moi, comme je l'ai dit, sans vouloir me répéter, elle aurait été l'état de grâce. C'est-à-dire une période où
on a des dirigeants qui montrent l'exemple, où on voit effectivement que les torts sont partagés, que les responsabilités sont reconnues, ce qui n'a pas été le cas. Et d'où mon interrogation par rapport effectivement à ce bilan de la transition que je dresse. Ce n'est pas forcément de taper sur le CTRI ou prendre une règle comme une maîtresse et taper sur les doigts de l'élève, mais c'est simplement d'attirer l'attention sur ce qui aurait pu être bien fait et ce qui se passe aujourd'hui. Nous voulons un état de droit. Mhm. Nous voulons effectivement un État qui garantisse la protection aussi bien des droits des citoyens que nous sommes que la protection même de notre État. Le problème aujourd'hui, c'est est-ce que Oligui Nguema et les membres du CTRI sont dans cette dynamique de pouvoir vraiment mener le peuple dans une espèce de transparence afin qu'on puisse effectivement aboutir à un pays démocratique. Mhm. Je vous comprends parfaitement. Donc, parlons donc des priorités, hein, donc de la transition. Vous en avez parlé, mais je vais revenir encore sur ça. Vous avez vous reproché donc à la transition donc d'avoir mal géré ses priorités et en dispersant donc sur donc les chantiers coûteux plutôt que de répondre aux urgences sociales. Quels auraient été, selon vous, donc les vrais chantiers à privilégier hein, en 18 mois? Alors moi, j'aurais misé sur l'éducation. Pour commencer, j'aurais misé sur la santé, puisque ce sont là des postes qui sont parfois laissés à l'abandon, puisque vous savez, au niveau du Gabon, les plus gros budgets sont alloués à l'armée, alors que nous ne sommes pas un pays en guerre. Pour une population de 2 millions d'habitants, la démographie même de notre pays prouve à suffisance que quand on a de la volonté politique, on peut y arriver. Je crois que le président de la transition, et je ne voudrais pas être de mauvaise foi, je vous ai dit que j'étais partie au Gabon concernant mon projet. J'ai rencontré l'ancien ministre de l'Éducation, de l'enseignement supérieur, autant pour moi, qui a signé une convention avec mon association pour l'ouverture de ces médiathèques. Il ne fait plus partie du nouveau gouvernement, malheureusement, donc il faut que j'aille à nouveau vers le ministre actuel, euh, en ce sens que, effectivement, le CTRI a restauré quand même pas mal d'écoles, je dis bien restauré pas mal d'écoles, et l'université Omar Bongo, y compris l'université des sciences et techniques de Massoukou. Nos hôpitaux, effectivement, ne manquent pas de personnel ou de matériel à proprement dit, mais c'est simplement au niveau de la gestion. Vous savez, quand on est dans la corruption, un infirmier qui vend des médicaments destinés à la pharmacie, ça, ce sont des comportements qu'on aurait pu corriger. Vous avez également, on a eu également des catastrophes, des éboulements dans des quartiers. Le président de la transition a promis 5 000 logements qui ne sont jamais sortis de terre. Encore une fois, hein, comme on me l'a reproché, qu'il n'a pas fait comment dire, qu'il n'a pas je j'arrive pas à retrouver mon mot. Il n'a pas de projet de société, voilà. Mais je pense que euh, j'accorde de l'importance au respect de la parole donnée. Malheureusement, toutes ces promesses, comme je l'énonce dans mon livre, parce que j'en ai quand même répertorié 135, il en a réalisé 26, en sachant qu'il y en a qui sont en cours de réalisation et peut-être qui sont même réalisés, puisque mon livre, je l'ai édité il y a 2 mois. C'est ils sont partis un peu dans tous les sens au lieu de se recentrer sur l'essentiel. Vous avez également le paiement donc des arriérés de salaire, aussi bien des salariés que des retraités, les bourses des étudiants à l'étranger. Pour moi, c'était également une priorité. Alors, certains de vos compatriotes défendent l'idée que la transition n'avait pas pour mission de résoudre le chômage, la santé ou le logement, mais uniquement hein, de réformer donc les institutions. Que répondez-vous hein, donc à ceux qui disent que vos attentes vont au-delà du mandat initial de la, c'est quoi ça, la CTRI, c'est ça, voilà, CTRI. Voilà. Oui, le CTRI, tout à fait. Je dirais encore une fois que c'est une confusion de penser que la restauration des institutions, c'est juste, ne concerne que la Constitution qui est la mère de nos lois. Le président de la transition a donné le ton. En partant sur divers chantiers, diverses promesses.
Il nous a donné là l'espoir de pouvoir, comme il l'a dit, restaurer la dignité des Gabonais. C'est la raison pour laquelle je parle de parole donnée. Si on prend l'exemple d'un président qui arrive dans un village où l'hôpital le plus proche se trouve à 100 kilomètres, et bien sûr qu'il dit aux populations qui écoutez, je vais vous offrir une ambulance, et bien les populations restent sur cette promesse. Au bout de 10 mois, au bout de 15 mois, l'ambulance n'arrivant pas, est-ce que ces populations ne sont pas en droit de demander au président de la transition pourquoi cette ambulance n'arrive pas, pourquoi il n'a pas respecté sa promesse? C'est en cela. Donc je pense que c'est très réducteur et c'est mettre les Gabonais dans la confusion que de penser que cette transition n'était là que pour rédiger la nouvelle constitution. Sinon, elle l'aurait fait en 6 mois et ne serait pas voilà, aujourd'hui à 18 mois d'existence. D'ailleurs, donc, à la tribune donc, de l'ONU, hein, le président de la transition a lui-même abordé donc, les questions d'emploi, de logement et d'éducation. Cela signifie-t-il que, j'allais dire, que ces sujets faisaient bien partie hein, de ses engagements? Pensez-vous qu'il a donc tenu parole? Alors, je ne dirais pas qu'il a tenu parole, je dirais juste qu'à son arrivée, il a fait un constat. N'oublions pas quand même que M. Oligui Nguema était le patron de la garde républicaine et qu'il était même au fait de la politique d'Ali Bongo. Lors de la prise du pouvoir par le CTRI, ils ont bien mentionné toutes les carences qui existaient et qu'ils étaient là effectivement pour faire la différence. Mais au bout de 18 mois, nous remarquons effectivement qu'il y a beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues, même si euh, ils ne sont pas venus effectivement pour construire des logements, ce qui, ma foi, est quand même honorable et ça on ne le refuse pas. Mais on juge le maçon au pied du mur. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de promesses qui ont été faites, promesses pour lesquelles je pense le président de la transition s'est peut-être trop avancé, mais qui ne sont pas on va dire, dans 80% des cas réalisées. Parlons donc de la réforme hein, donc, des institutions. Vous dites que les institutions fonctionnent euh, encore comme sous l'ancien régime, malgré donc des changements euh, de personnes à la tête, je vais dire. Euh, Tout à fait. alors, ce que je peux vous la question, je vous poser, pouvez-vous donner hein, donc des exemples concrets qui montrent, madame, que l'administration est restée inchangée? Vous en avez déjà parlé, mais j'insiste afin que vous soyez beaucoup plus un peu clair dans votre réponse. Alors déjà, je parlerai des nominations copain-coquin et consanguin, puisque là, ça a été l'un des actes forts du président de la transition. Et on voit bien qu'il a nommé son propre frère, qu'il a démis de ses fonctions suite à un scandale financier comme directeur de la dette, si ma mémoire est bonne. Ancien poste, effectivement, qu'occupait le frère d'Ali Bongo. On a la nomination de son oncle à la Cour constitutionnelle qui a remplacé l'ex-belle-mère d'Ali Bongo. Nous avons à la tête de certaines institutions des anciens barons du PDG. Dans nos chambres parlementaires, que ce soit Sénat ou Assemblée nationale, en majorité, ce sont des membres de l'ancien régime déchu. Donc, vous avez également, comme je l'ai dit, les nombreux scandales financiers sur la SEG, donc qui est notre société d'énergie et d'eau du Gabon, sur la CNAMGS. Euh, Vous avez des détournements donc qui sont comme ça à la une de nos journaux locaux. Et ça montre bien effectivement que même pendant la transition, nous sommes toujours sujets à ce genre de dérive. Et ce qui est d'autant plus dommage parce que nous nous attendions effectivement à un changement. Le pays étant endetté, nous espérions effectivement, et je vous rappelle, je ne sais pas si vous avez vu les images au lendemain du coup d'État, les valises, les malles remplis de billets. Donc, pour le peuple gabonais, nous espérions effectivement que toutes ces découvertes puissent mener à un changement non seulement de mentalité, mais de manière de faire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, le code électoral est présenté hein, comme une avancée majeure, validée d'ailleurs par plusieurs acteurs politiques, peut-être que vous-même.
considérez-vous que cette réforme, comme, j'allais dire, comme une réelle avancée ou simple justement, ajustement, j'allais dire ajustement technique, sans impact sur la démocratie? Alors, je vais même regrouper les deux, que ce soit la nouvelle constitution, le code électoral. Pour moi, je dirais, voilà. Euh, la nouvelle constitution, je vais commencer par elle. Déjà, elle a fait débat parce qu'elle comporte quand même pas mal d'irrégularités. Si l'on prend juste le cas de l'exclusion de la diaspora à l'élection présidentielle. Donc, on se rend compte qu'on a une constitution qui est taillée sur mesure et qui permet aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, aux militaires et aux magistrats de se présenter à l'élection présidentielle. Après, le code électoral, quant à lui, il n'a pas fait l'unanimité non plus, car on regrette vraiment l'implication du ministère de l'Intérieur. Et on peut se poser des questions, étant donné que ces mécanismes sont identiques à ceux du système déchu, est-ce que cette façon de faire va pouvoir garantir une élection libre et démocratique? Vous affirmez hein, que donc, le Gabon n'est pas encore restauré. Euh, la réforme des institutions est toujours en chantier. Selon vous, quelles seraient donc les mesures à prendre immédiatement pour garantir une véritable restauration? Vous en avez commencé déjà à développer un peu cela, mais ça reste un peu encore flou dans mon esprit. Alors, immédiatement, non, parce que je vous rappelle que nous sommes quand même à 3 semaines de l'élection présidentielle. Donc, nous sommes en attente des programmes de société, des projets de société des différents candidats. Je pense qu'à 3 semaines de l'élection présidentielle, mis à part effectivement la commission qui a été mise en place par le CTRI et le président de la transition pour vérifier l'état d'avancement des travaux dont plusieurs n'ont pas dépassé le stade de la première pierre, aujourd'hui, il serait prétentieux de ma part, ou ce serait peut-être même une folie, de vouloir proposer quelque chose en 3 semaines. Nous sommes tous dans l'attente des projets des candidats et ça nous permettra effectivement de nous décider. Certains Gabonais que nous avons interrogés d'ailleurs pensent que les attentes du peuple envers la transition sont excessives et que donc 18 mois ne suffisent pas hein, pour donc les changements profonds. Ne pensez-vous pas que c'est un reproche adressé quand la transition révèle donc une impatience, certes légitime, mais irréaliste? Alors, cette question me fait un peu rire parce que sous d'autres cieux, on aurait dit que ce sont les désirs ou les rêves des Gabonais. Non, non, mon cher monsieur. Comme je vous l'ai dit, nous sortons quand même de 56 ans de gouvernance de la famille Bongo. Et pendant enfin, du temps d'Omar Bongo, j'étais quand même une jeune fille, donc du moins c'est une enfant, et je ne pourrais pas faire une analyse constructive. Par contre, les 14 dernières années d'Ali Bongo, pour moi, sont parlantes. Et, euh, et on peut effectivement dire qu'on était un tout petit peu anesthésié, vu toutes les irrégularités qu'on vivait, toutes les injustices, ce qui a fait que lors du coup d'État du 30 août 2023, il y a eu comme effectivement un souffle nouveau. Nous étions tous effectivement dans la joie et dans l'allégresse de savoir qu'enfin les bongos sont partis. Et je peux vous assurer qu'une partie, ou du moins la population gabonaise, pensait voir sa vie s'améliorer au départ des bongos, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, nous sommes simplement devenus plus exigeants. Et nous ne voulons plus revivre ce qu'on a vécu durant ces 14 dernières années. Et on peut rajouter hein, pour des personnes qui sont plus âgées que moi. Et aujourd'hui, demander un état de droit, demander à pouvoir bénéficier de l'électricité, demander d'avoir de l'eau courante dans nos maisons, demander effectivement d'avoir des habitations décentes, demander que nos enfants puissent avoir des écoles et apprendre dans de bonnes conditions, demander à être soignés et pouvoir retrouver sa dignité, je ne pense pas effectivement qu'on puisse trouver que ce soit un rêve utopique. Je pense simplement qu'il en va effectivement de la responsabilité d'un État. Vous savez, donc euh, un État qui ne garantit pas à son peuple l'accès aux besoins les plus élémentaires, se nourrir, se soigner, s'éduquer, a déjà failli à sa mission. La transition devait être une réponse aux souffrances des Gabonais, aussi courte qu'elle soit, d'accord? Je ne dis pas qu'on aurait eu la possibilité de tout faire,
Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les réalités sont toujours les mêmes. Autant de précarité, autant d'injustice et des promesses en suspens. Vous êtes relativement très critique avec cette tradition, de cette transition. Vous parlez donc de grande confusion dans la transition, notamment dans la communication donc, du pouvoir. Comment expliquez-vous hein, cette confusion et en quoi cela a-t-il nui, j'allais dire, à la perception donc, du régime actuel? Alors, je pense que quand je parle de confusion, c'est qu'aujourd'hui, bon nombre de Gabonais nous reprochent ce bilan. Le président de la transition a dit qu'il venait restaurer les institutions et rendre la dignité aux Gabonais. Il n'a jamais promis de faire des logements. Il n'a jamais promis de payer les bourses des enfants. En fait, on a l'impression que la Constitution, c'est un gâteau et que la cerise sur le gâteau, eh bien, ce sont toutes ces promesses qu'il n'était peut-être pas, qu'il pouvait énoncer mais qu'il n'était peut-être pas obligé de tenir. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est la raison pour laquelle je mettrai toujours devant la parole donnée. Lorsqu'on dit à un peuple que je vais faire des écoles, je vais vous construire des appartements ou des logements, je vais payer vos salaires, je vais payer vos retraites, on doit au moins avoir le respect de la parole donnée. Alors, je ne suis pas en train d'avoir ce n'est pas un bilan critique qui vise effectivement à pilonner le CTRI, non, mais c'est de simplement de tirer la sonnette d'alarme parce que n'oublions pas que nous sommes à l'orée des élections. Le président de la transition peut remporter l'élection comme il ne peut ne pas la remporter, mais s'il remporte cette élection, c'est juste pour effectivement prévenir de toutes ces lacunes, de prévenir de toutes ces promesses qui n'ont pas été tenues et qu'enfin il serait temps de mettre le pied à l'ouvrage. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on juge le maçon au pied du mur. Sur les 135 promesses que j'ai répertoriées, 26 sont réalisées. Il y en a pas mal qui sont en cours de réalisation, mais je suis simplement restée factuelle. Et on peut le dire que vous avez l'esprit critique, mais pas l'esprit de critique. Et c'est déjà une très... Exactement. Merci. Si donc, on va résumer un peu tout cela, si le Gabonais, si le Gabon devait donc réellement rentrer hein, donc, dans une nouvelle ère, quel serait donc votre scénario idéal hein, pour donc, les mois à venir? Voilà. Alors, le scénario idéal, je ne pense pas qu'il y ait un scénario idéal parce que vous savez, dans la gestion d'un pays, on tient compte déjà de sa démographie, on tient compte de son passé. Vous savez, au niveau du Gabon, il y a des facteurs aussi bien endogènes qu'exogènes. On tient compte de ses richesses, on tient compte de ce qu'il y a dans les caisses de l'État. Et je pense que le CTRI, pour ne pas les défendre, a quand même hérité d'un pays en très mauvais état. Je ne doute pas effectivement de la bonne foi en ce qui concerne effectivement restaurer les institutions, mais je pense simplement qu'ils se sont égarés. Maintenant, si on parle si on parle de moi et de comment je vois effectivement le futur de notre pays, c'est de simplement mettre du temps et de l'argent dans ce qui en vaut la peine. Je pense qu'il faut investir sur l'humain. Et aujourd'hui, le Gabonais est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, investir dans l'éducation, investir dans les nouvelles technologies, investir dans la santé, voilà, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour moi, effectivement, ce serait l'idéal. Et ce, c'est parce que je suis, on va dire, l'éducation est l'un de mes chevaux de bataille et je suis vraiment axée là-dessus. Il faut éduquer notre population et arrêter effectivement avec la politique de don parce que récemment, le président de la transition a dit qu'il va construire des routes. OK, on peut construire des routes puisque c'est un facteur de développement. Mais à côté de ça, il faut investir sur l'éducation pour que nos jeunes puissent trouver un travail et puissent acheter une voiture pour rouler sur ces routes. Voilà, c'est ma façon de penser. Alors, avant cette émission, j'ai discuté avec Madame Sam depuis Libreville. Elle m'a dit, dites à Madame Joël Joktan, hein, donc de rentrer au pays, hein, que quand je l'écoute, je tombe
sous le charme de cette dame et je pense qu'elle peut réellement aider les Gabonais et surtout les jeunes femmes gabonaises. Est-ce que vous avez déjà pensé actuellement à rentrer à servir votre pays? Alors, c'est une très, très, très bonne question parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai une association qui a pour but effectivement d'ouvrir 16 médiathèques sur tout l'étendue du territoire. Donc, je vais rentrer un peu dans les détails par rapport à ce projet. C'est un projet que j'ai mûri depuis 4 ans, projet pour lequel j'ai pu signer une convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur. J'ai été reçue pour ce projet par le ministre de la Jeunesse et des Sports qui aujourd'hui a été remplacé. J'ai été reçue par la ministre de la Réforme des institutions qui a présenté mon projet lors du dialogue national, puisque c'était une participation. J'ai été reçue par le vice-président, le vice-premier ministre en charge de la planification. C'est un projet qui est porté par l'UNESCO. J'ai un soutien de la CEAC. Voilà, donc j'ai essayé, de mon point de vue, de faire ce que j'ai pu. Donc ce projet, il est toujours sur la table. En mai dernier, j'ai rencontré le maire de Libreville qui m'a assuré de signer une convention avec mon association en ce sens qu'ils vont me fournir effectivement tous les locaux gratuitement puisque c'est un projet effectivement qui vise la jeunesse et qui peut être une solution à la délinquance juvénile. Donc je veux rentrer dans mon pays. Seulement aujourd'hui, j'ai fait ma part. J'ai présenté mon projet. Je n'ai certes pas de retour, mais je ne baisse pas les bras. Baisse pas le bras. Merci beaucoup. C'est déjà une très bonne chose d'ailleurs. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission. Je pense qu'on allait passer plus de 2 heures, mais les choses vont très vite avec vous parce que vous maîtrisez votre sujet et c'est un véritable régal de vous écouter. Alors, madame, Merci. nous sommes à 3 semaines donc, des élections donc, présidentielles. Nous avons vu donc, la liste donc, des candidats sur une vingtaine. Il y en a non seulement 4 qui ont été retenus et aucun réellement figure qu'on connaît très bien donc de la diaspora, tels que les docteurs Mengara, Oui. Mumbamba et autres. Est-ce que vous n'avez pas été quand même un peu déçu, madame? J'ai été très déçue. C'est la raison pour laquelle je dis même la Constitution a été quand même très, très discutée, dans la mesure où nous, la diaspora, nous sommes un peu, on a l'impression d'être les mauvais élèves de cette promotion. Nous avons été exclus de l'élection présidentielle, en ce sens qu'il fallait au préalable rentrer au pays 3 ans avant. Mais quand on réfléchit bien, quand on rentre au pays 3 ans avant, c'est on ne fait plus partie de la diaspora. Il fallait renoncer à nos doubles nationalités. Et c'est comme si, en fait, la diaspora, ces mesures qu'on applique étaient à l'origine de ce qui s'est passé, à l'origine de la malgouvernance. Donc, j'estime que dans une constitution, on devrait mettre l'accent sur ce qui n'a pas marché. Donc, effectivement, nous voyons là des candidats potentiels comme le docteur Mengara qui auraient effectivement apporté une plus-value à cette élection, être malheureusement exclus. Donc, oui, je peux l'affirmer que je suis réellement déçue. Mhm, mhm. Alors, il ne faut pas certainement se cacher hein, la face. Nous allons aux élections où les dés sont pipés d'avance. Hein. Je pense que le président de la transition va remporter ces élections haut la main. Et au niveau donc, du Gabon, c'est un septennat. Donc, nous sommes partis pour 7 ans et voire 14 ans. Alors, quel conseil donnerez-vous certainement à vos jeunes frères et sœurs de la transition hein, qui sont autour de la cinquantaine hein, et qui restent toujours opposants, comme vous-même d'ailleurs? Alors, ce n'est pas qu'on reste opposant, c'est simplement que nous avons un idéal et nous luttons simplement pour cet idéal. Alors, je ne vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Effectivement, enfin, tout semble à croire que le président de la transition va remporter cette élection. Mais quand je vois un petit peu ce qui se passe, ça me rappelle beaucoup les bains de foule du temps de l'époque d'Ali Bongo. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre la foule et le peuple. Je pense simplement que si le président de la transition gagne cette élection, ce sera le choix des Gabonais et il faudrait simplement que les Gabonais l'assument, comme vous l'avez dit, pour les 7 ans ou pour les 14 ans à venir. Ce serait pour moi un choix
mitigé. Mais encore une fois, il en va de notre responsabilité puisqu'on a l'élection, on devra aller voter le 12 avril. Ce que je veux dire, c'est que il faudrait que nos compatriotes qui iront voter euh, pensent à leur propre vie, à leur propre situation. Parce que pour moi, quand un peuple lutte encore pour sa survie, euh, parler de développement ou de démocratie, ça devient une illusion. Voilà. Et comme on dit, un ventre vide n'écoute pas les discours, hein, il réclame des actions. Donc, à l'approche des élections, je pense que chacun doit se rappeler que la vraie transition, c'est celle qui place le citoyen au cœur des décisions. Il ne faut pas qu'on laisse l'histoire se répéter. On l'a vécu avec Bongo Père, on l'a vécu avec Ali, le fils. Est-ce qu'on va pouvoir le vivre avec Oligui Nguema? Donc, je pense qu'il ne faut pas laisser la résignation nous priver de notre avenir. Il est temps, effectivement, que la voix du peuple soit enfin entendue et respectée. Donc, quelle que soit la décision qui va être prise, je respecterai et je souhaite bonne chance aux gagnants. Vous pensez que la surprise peut-elle venir de M. Alain Bilinze, c'est possible? Alors, Monsieur Alec-Claude Bilibinze, je pense que, de mon point de vue, il a comment dire, je l'ai entendu. Je me reconnais effectivement dans certains faits qu'il dénonce. Après, tout dépendra de ce qu'il va nous présenter, puisqu'il l'a lui aussi, il est soumis au même exercice. Il faudrait qu'il puisse nous présenter son projet de société. Votre mot d'espoir pour les Gabonais qui nous écoutent et surtout pour les Africains qui nous suivent. Alors, mot d'espoir, je dirais simplement que le, nous sommes les propres chefs de nos vies et que aujourd'hui, effectivement, le peuple africain a soif de démocratie, a soif de justice. Nous sommes l'une des jeunesses, enfin, je dirais même la population la plus jeune, et l'avenir se trouve en Afrique. Mais pour pouvoir atteindre ce niveau de démocratie, il faut qu'on soit responsable donc, de nos choix. Responsable de nos choix, effectivement, il faut qu'on puisse mettre aussi certains principes je dirais pas à disposition, mais mettre en valeur nos principes. Voilà. Donc, je pense effectivement que nous avons une certaine maturité, qu'une élection, effectivement, que nos élections, bien qu'elles soient souvent contestées, nous mèneront peut-être un jour à une démocratie véritable et réelle, mais je reste convaincue que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Merci beaucoup, madame, et surtout, portez-vous bien. Au revoir. Je vous remercie. Au revoir.